de juin et tous ceux qui étaient là pour dire vous êtes la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue dans le webinaire que nous avons commencé depuis un moment. Aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance de l'association et c'est Madame Nandi Kwe qui est chargée de nous entretenir sur ce thème. Donc, je vais laisser la parole à Madame Nandi. Merci. Merci Nandi, Théophile. tu as la parole. Oui. Merci Théophile. Bonjour à tous. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour à tous les présidents qui nous rejoignent. Et bonjour chers collègues. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps, le temps accordé en ce jour. Je sais que c'est un jour assez particulier, au moins dans les pays francophones aujourd'hui, et ça montre du dévouement que vous avez, autant que nous l'avons, pour votre développement organisationnel au niveau de vos fédérations. Je suis particulièrement ravie de voir la diversité de l'audience que nous avons aujourd'hui et je vous encourage à interagir non seulement les uns avec les autres, mais également avec moi au cours de la présentation en utilisant le chat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important pour vos fédérations. Il s'agit de la gouvernance. Je pense que si je parle de challenge comme par exemple s'assurer de la représentativité des membres du board, s'assurer de la représentativité de tous ceux qui se tiennent au niveau de l'Assemblée générale ou qui prennent des décisions, ou bien alors s'assurer d'avoir des personnes au niveau de leadership ou du board qui sont disponibles, qui sont dévoués pour que l'association puisse grandir, ou bien toucher des questions sensibles comme par exemple l'intelligence artificielle ou bien l'inclusion des femmes. C'est des challenges qui vous parlent et qui parlent d'ailleurs à la plupart, la grande majorité des associations dans cette partie de l'Afrique et en général, et que nous voulons adresser aujourd'hui avec vous. Et donc, l'approche que nous avons pour ce deuxième module de nos sessions de séances de webinaire, nous souhaitons qu'à la fin de cette séance, vous puissiez être équipés et avoir une meilleure connaissance, non seulement des organes qui sont requis pour la gestion adéquate de vos associations, ainsi que la définition et la compréhension claire de leurs pouvoirs respectifs, et aussi une meilleure connaissance des organes de gouvernance de l'association et de leur rôle d'orientation et de contrôle. Et pour finir, nous voulons aborder le thème ou le sujet sensible de l'éthique au terme de l'association, au sein de l'association, qui est tout aussi important, surtout pour votre crédibilité. Et donc, la manière dont nous avons organisé cela, c'est autour de 3 chapitres principaux. Tout d'abord, on va parler des organes de l'association ainsi que leurs différents pouvoirs. Ensuite, on va aborder la question des organes de gouvernance de l'association. Et pour finir, j'aurai le plaisir de, comme je disais tout à l'heure, de revenir sur la question sensible de l'éthique et de la crédibilité de l'association. Donc, sans plus tarder, je vais mettre les pieds dans le plat, mais en commençant par situer un contexte, on va dire, qui est assez confusing, comme on dit en anglais, entre la culture francophone et la culture anglophone, notamment pour ce qui est de la question de l'administration, de la création d'une association de nos types. Il faut dire que dans la culture francophone, cela est régi par l'association, la loi 1901, qui est sous le ministère en charge de l'administration du territoire. En milieu anglophone, il s'agit d'une association à but non lucratif ou non-for-profit organization qui, elle, est organisée ou managée par le département de l'enregistrement général. Et donc, les conseils d'administration qui n'étaient pas du ressort de la loi, des associations sous la loi de 1901,
sont aujourd'hui de plus en plus présents. Donc, on constate que la culture francophone va de plus en plus vers la culture anglophone. Et chez les anglophones, il y a un organe comme le Board of Trustees qui n'existe pas chez les francophones et cela cause une confusion, et comme je disais, par rapport à la question du Board of Directors ou bien du board, du bureau ou du bureau exécutif, on en parlait tout à l'heure. Donc, c'était juste pour pouvoir établir ce contexte-là avant de pouvoir aller un peu plus en profondeur. Et quand il s'agit des organes de l'association ainsi que de leur pouvoir, il faut commencer par le principal organe décisionnel qui est l'Assemblée générale. Donc l'Assemblée générale, comme son nom l'indique, hein, c'est une très grande assemblée composée de plusieurs personnes de différents profils, de différentes expertises, de différents horizons, et qui organise des séances ordinaires et extraordinaires. Elle dispose de prérogatives exclusives qui incluent l'élection des membres des organes, donc le conseil d'administration, le bureau exécutif, le secrétariat administratif, les auditeurs ou les commissaires aux comptes, on en parlera aussi tout à l'heure. La gestion du patrimoine immobilier en particulier est également la prérogative de l'Assemblée générale, par exemple, ne serait-ce qu'identifier, choisir le lieu, si c'est un bâtiment, si c'est un immobilier en particulier dont l'association dispose. Lorsqu'on se sépare de ce bien, l'évaluation, le dispatching du montant, etc., c'est de la prérogative de l'Assemblée générale. La ratification des partenariats ainsi que les adhésions à d'autres organisations également est du ressort de l'Assemblée générale. Et finalement, l'amendement des statuts ne peut se faire qu'au niveau de l'Assemblée générale, de même pour le règlement intérieur ainsi que leur dissolution. Et finalement, l'Assemblée générale mandate le conseil d'administration ou le bureau exécutif et le bureau d'exécutif ou le conseil d'administration lui rend compte et gère l'association ou sinon la représente entre deux assemblées générales. Donc jusque-là, je pense que c'est bon. Comme je disais, n'hésitez pas, s'il y a des questions, à interagir sur le chat avec moi. Et Théophile m'arrêtera si besoin est. Alors, pour ce qui est du conseil d'administration, le CA, comme on dit en langage courant, c'est l'organe d'exécution de la vision de l'association. Donc, il met en œuvre les décisions de l'Assemblée générale à plus large échelle et il la remplace entre deux séances. Et il lui rend compte, évidemment. Le conseil d'administration est également en charge de recruter le personnel et de contrôler son action. Il traite les demandes d'affiliation des nouveaux membres et également des membres sortants, donc in and out. Il négocie les partenariats avec d'autres organisations qui, bien sûr, partagent la même vision et les objectifs similaires également de votre organisation. Et il les soumet pour ratification à l'Assemblée générale, parce que, comme je le disais, c'est l'Assemblée générale qui ratifie tout ce qui est partenariat avec d'autres organisations. Et pour finir, le conseil d'administration initie les actions de plaidoyer et de mobilisation de ressources. Donc, c'est vraiment le conseil d'administration qui commence à avoir un peu la main dans le sac après l'Assemblée générale qui, elle, ne peut pas se réunir ou prendre des décisions de façon aussi fréquente que le conseil d'administration. À la suite du conseil d'administration, nous avons le bureau exécutif ou le BE. Il faut dire que dans certains statuts, on n'a pas le BE. On a le conseil d'administration, mais bon, en l'absence du conseil d'administration, c'est plutôt le bureau exécutif qui prend le relais, mais il joue plus ou moins le même rôle. Donc, dans le cas où les deux organes existent, alors le conseil d'administration doit élire un nombre beaucoup plus restreint de membres pour pouvoir constituer le BE, pour pouvoir quand même faire euh, une différence. Et parfois aussi, le conseil d'administration
peut être un conseil, un bureau exécutif qui est étendu à d'autres responsables de structures affiliées et le conseil d'administration devient alors un organe dont les pouvoirs sont tout juste en dessous de l'Assemblée générale et légèrement au-dessus du bureau exécutif. On peut donner l'exemple, par exemple, de la FOAP. C'est vrai qu'au départ, on avait un groupe euh, je pense auquel tout le monde est familier, le EXCO, qui était composé non seulement des membres du bureau exécutif, mais également des membres du board. Et comme M. Kofi le dit souvent, c'est que lorsqu'ils se réunissaient, ça donnait l'impression que c'était plus une assemblée générale que une rencontre du bureau exécutif. Et donc, pour pouvoir faire cette différence, il a été décidé d'avoir d'une part le conseil d'administration et enfin ou le board et d'autre part le bureau exécutif qui était composé ou qui est composé des présidents des différentes fédérations pays. Un autre organe de l'association ainsi que son pouvoir, il s'agit des commissions techniques que vous pouvez avoir au sein de vos associations. Donc, lorsque le fonctionnement de l'association requiert en permanence des réflexions pour nourrir les choix du bureau exécutif ou du conseil d'administration, il est important d'avoir des commissions techniques permanentes qui peuvent avoir été créées pour certaines d'entre elles par les statuts directement. Elles peuvent être thématiques ou fonctionnelles. Donc, un exemple de commission fonctionnelle peut être une commission qui est dédiée à l'enrôlement de nouveaux membres ou une commission, par exemple, qui est dédiée à la mobilisation des ressources ou alors qui se concentre sur la diversité ou l'inclusion au sein de l'association. Un exemple de commission fonctionnelle, ce serait alors l'association, comme j'ai dit, pardon, c'est plutôt l'inverse, l'association de nouveaux membres, etc., c'est plutôt fonctionnel. Et au niveau des commissions thématiques, c'est par exemple une commission qui se réunit sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre domaine au niveau de l'association, par exemple, ou bien la gestion, on va dire la gestion effective, par exemple, des eaux, en fonction de la mission de l'association, si vous êtes dans le milieu enfin, je ne vais pas dire l'agriculture, mais la santé liée à un secteur précis, euh, le traitement des eaux au niveau communautaire, voilà. Il peut avoir une thématique allant d'un point à un autre en fonction des besoins pour ce type de commission. Les commissions travaillent sous la responsabilité du bureau exécutif et du conseil d'administration. Bien sûr, il y a des moyens qui leur sont mis, donc une ligne budgétaire qui leur sont associés. Et elles rendent compte directement au bureau exécutif, au conseil d'administration, qui met en œuvre les recommandations et les porte à la décision de l'Assemblée générale. Et finalement, elles constituent de bons moyens de maintenir la participation des membres aux activités de l'association parce que elle cible des thématiques ou bien des sujets qui parlent ou qui touchent directement les membres vos membres de vos associations, qui les intéressent directement et donc qui permet que l'association continue d'être en vie, continue d'intéresser et donc continue d'exister, d'attirer plus de personnes. Les comités ad hoc sont un autre organe, mais qui sont temporaires. Donc, ils deviennent nécessaires en fait par rapport à des besoins ponctuels, précis à un moment donné. Et ils sont alors créés par décision de l'Assemblée générale et du bureau exécutif ou du conseil d'administration. Et il y a des TDR ou des lettres de mission bien précis qui leur sont attribuées, qui leur sont données une fois qu'on leur fait appel ou une fois qu'on les crée. L'avantage avec eux, c'est qu'on peut faire appel, par contre, à ce niveau-là, on peut faire appel à une expertise externe, une aide externe extérieure avec des experts selon les domaines, selon leur domaine de capacité, pouvoir appuyer la mission de ces comités ad hoc-là. Bien sûr, après, ils disparaissent à la fin de leur mission et après avoir rendu compte à l'aide de rapports
qui sont remontées. Et donc, un exemple pourrait être au cours de l'organisation d'une conférence annuelle ou bien votre organisation, votre association célèbre ses 50 années d'existence et donc il faut organiser un événement typique à ce niveau-là. Donc, on peut réunir un comité ad hoc ponctuellement pour cet événement et le comité est dissous à la fin. Alors, pour les antennes régionales, il est très important d'y penser et de les considérer. Soit, je sais que notre audience aujourd'hui est assez diverse. Donc, si vous êtes en train de créer votre association ou si vous l'avez déjà créée et que ce n'est pas encore le cas, que vous n'avez pas encore d'antenne régionale, il est très important d'y penser et de le considérer parce que ce sont de bonnes représentations que vous avez à l'échelle régionale qui vous permettent de pouvoir avoir un impact beaucoup plus fort et beaucoup plus large. Donc, un exemple, c'est celui de la FOAPS avec nos fédérations pays qui sont réparties sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ces antennes régionales-là sont prévues par les statuts et selon la nature bien sûr, de l'association, elles sont prévues par les statuts. Mais il est toujours bon d'y penser si ce n'est pas encore le cas. Leur fonctionnement doit être orienté par les statuts et ou le règlement intérieur aux fins d'une harmonisation des procédures d'une région à l'autre. Et je pense qu'au sein de la FOAP, c'est un très bon exemple, un des nombreux bons exemples que nous avons est celui du Sénégal, qui est très bien représenté à l'échelle nationale. Également, la Côte d'Ivoire, qui a une très bonne représentation, et le Burkina aussi, qui est en train d'y arriver. Et si j'ai bonne mémoire, le Burkina avait même mentionné le fait qu'il y a une région qui n'était pas encore accessible pour raison de sécurité, mais qui est toujours dans leur plan d'expansion. Donc, c'est toujours bien d'y penser et de le prévoir. Il y a Et le c'est un cas Niger, où le... si tu Pardon? permets. Le Niger aussi est très structuré sur ce point-là, avec les antennes Exactement. régionales. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, dans ce cas-là, ce serait l'opportunité de joindre les différents présidents de ces régions-là, de ces antennes régionales, au bureau exécutif, ce qui est par exemple le cas au niveau de la FOAPS, quand je vous parlais des présidents des fédérations pays. Et merci, Monsieur Kofi, pour le rappel du Niger, effectivement, qui a fait de très, très beaux et qui continue de faire de très bons progrès. Nous allons maintenant au niveau un peu plus opérationnel avec le secrétariat administratif. Euh, un exemple au niveau de la FOAPS, moi je fais partie du secrétariat administratif en tant que responsable des subventions et des programmes et j'ai le plaisir de partager ce service-là avec cet organe avec les collègues qui sont connectés aujourd'hui. Donc c'est l'organe qui réunit le personnel, là on parle de personnel salarié qui est dédié, qui est full-time et qui travaille jour après jour à l'opérationnel de votre association ou de votre fédération. Donc, c'est très important de vous assurer de bien sélectionner votre personnel, d'avoir des personnes qui ont les compétences, l'expérience ou l'expertise suffisante, qui sont motivées, qui sont dédiées et qui travaillent à l'avancée de votre organisation. Donc, le secrétariat administratif est vraiment le bras armé de l'Assemblée générale et du bureau exécutif ou conseil d'administration selon les cas. Et c'est l'équipe d'appui sur laquelle votre association s'appuie pour pouvoir mettre en œuvre, par exemple, des projets qui sont menés par l'association, pour pouvoir mener les activités journalières qui sont déterminantes à votre association. Donc, il peut être également considéré comme une unité de gestion projet de l'association. D'ailleurs, vous pouvez l'organiser selon la nature, selon les cas que vous avez. Vous pouvez également organiser votre secrétariat administratif en unités, en différentes unités de gestion de projet selon la nature ou l'approche de ce que vous faites au sein de votre association. Je pense qu'un très bon exemple vient du Bénin qui met en œuvre plusieurs projets en relation avec, en collaboration avec différents partenaires et qui s'organise également en unité de projet.
il peut arriver que ce secrétariat administratif ne soit pas inscrit dans les statuts comme un organe formel. Et dans ce cas, son existence et son fonctionnement doivent être scellés par une décision du BE, du bureau exécutif ou alors du conseil d'administration. Mais c'est un organe clé, encore une fois, et il faut s'assurer de choisir vraiment les bonnes personnes pour le constituer. Il peut être d'un petit nombre comme d'un nombre plus large selon la taille ou la nature de votre association. L'auditeur interne ou externe, donc selon, avec la taille de l'association, vous pouvez vous permettre ou non d'avoir un auditeur interne, mais dans tous les cas, ce qui est déterminant, c'est d'avoir un audit externe, un audit professionnel, de recruter un auditeur externe professionnel ou parfois appelé commissaire aux comptes aussi, qui rendra compte, qui est responsable du contrôle de la gestion des ressources de l'association, suivant les normes et les standards internationaux, et qui soumet son rapport, donc qui rend compte au niveau de l'Assemblée générale, et qui le mandate donc et qui renouvelle son mandat ou qui termine son mandat. Et certains statuts limitent le nombre de mandats de l'auditeur. Avoir un auditeur est très important parce que c'est un signal que vous envoyez à vos partenaires, surtout aux potentiels partenaires financiers, de bonne gouvernance, de bonne gestion en interne, de bonne organisation. Et donc, si cela n'est pas le cas, il est vraiment encouragé de le faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce n'est pas parce que cette année est passée, ce n'est pas parce qu'il y a eu 2, 3 années qui sont passées qui n'ont pas été faites. Même si vous pourrez dire, il n'y a pas eu grand mouvement, il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait, mais il est important d'avoir ne serait-ce qu'un rapport de ces activités ou de ces transactions en interne, quelle que soit leur taille ou leur sensibilité. C'est très important d'avoir un rapport régulier qui couvre une certaine période ou bien une année, mais de penser à le faire régulièrement et à se mettre à jour à ce niveau-là parce que comme je le disais, c'est un signal fort de bonne gouvernance qui est particulièrement apprécié des différents partenaires. Et en termes de standards, vous êtes sûr d'être sur la bonne voie. Alors, Théophile, si tu le permets, on va passer maintenant aux organes de gouvernance de l'association. N'hésite pas à me faire savoir s'il y a des questions dans le chat. Bon, merci beaucoup pour cette pause stratégique. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Sinon, on peut continuer, hein. Si Très bien. personne n'a de questions, à la fin, on va recevoir les questions. Très bien. Merci. Merci, Théophile. Alors, sans plus tarder, nous allons, sur 5 slides, nous allons discuter des organes de gouvernance de l'association. Et nous allons commencer par leur définition. Donc, ces organes de gouvernance sont un ensemble de mécanismes organisationnels qui visent à encadrer les pouvoirs des dirigeants et à influencer leur démarche décisionnelle. La gouvernance d'une association permet donc de définir les cas des pouvoirs discrétionnaires et les cas d'obligation de recours à un autre organe. Mais en général, la question de gouvernance concerne le bureau exécutif ou le conseil d'administration et surtout le président. Donc, pour parler en termes terre à terre, en gros, c'est pour s'assurer que les choses ne se font pas comme ça dans le vide, mais que tout est bien structuré et bien cadré. Donc, nous commençons, comme nous l'avons fait tout à l'heure, avec l'Assemblée générale. La préséance lui est donnée et elle a préséance sur tous les organes, même sur le président. Donc, c'est très important de le savoir. Le président, lui, bon, c'est son droit. Il n'a que la faculté de refuser de s'exécuter. C'est son droit. Mais il ne peut pas changer les décisions de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a la prérogative exclusive de donner un quitus au bureau exécutif du conseil d'administration ou conseil d'administration. Le secrétaire administratif à ce niveau-là a la responsabilité d'aider ces deux organes-là à fonctionner dans l'harmonie et dans le respect mutuel. Donc, il est très important, je le disais tout à l'heure tantôt, de bien sélectionner les membres du secrétariat permanent, du secrétariat administratif, mais il est encore plus important de bien sélectionner son secrétaire administratif. Parce que comme j'aime bien le dire souvent,
c'est la chaise qui brûle. C'est une chaise brûlante, c'est un poste très délicat et il faut vraiment une tête brûlée pour pouvoir assurer cette responsabilité-là. Une personne qui a la tête sur les épaules, une personne qui a des capacités ou des qualités de leader, une personne qui peut très bien faire, on va dire, la balance et savoir équilibrer les choses quand il le faut. Et on le verra plus tard tout à l'heure. Au sein du bureau exécutif ou du conseil d'administration, c'est le président qui a le dernier mot. Mais il faut dire que le président également doit être très bien sélectionné, nommé, choisi, voté, ça dépend. Mais le président doit être quelqu'un qui sait également faire cette balance-là dont je parlais, pour être capable d'assumer son rôle de leader, son rôle de personne qui a le dernier mot, mais savoir également être conscient qu'il faut avoir une approche beaucoup plus inclusive, beaucoup plus collaborative avec les autres membres de son bureau. Il ne doit jamais, au grand jamais, se présenter devant l'Assemblée générale avec des dossiers qui n'ont pas été approuvés par ses collègues ou des dossiers dont ses collègues n'ont pas connaissance. Ça, c'est même pire. En retour, les membres du bureau exécutif ou du conseil d'administration sont astreints au devoir de réserve et à la cohésion dans l'action. Le secrétaire administratif revient ici à ce niveau-là, avec une responsabilité d'aider les membres du bureau exécutif ou du conseil d'administration à fonctionner dans l'harmonie et dans le respect mutuel. Encore une fois, le secrétaire administratif, c'est un homme ou une femme de paix. Vis-à-vis des autres organes, le bureau exécutif ou le conseil d'administration et son président ont préséance sur tous les organes, à l'exception bien sûr de l'Assemblée générale qui est l'organe qui a préséance sur tous les autres. Ces organes travaillent avec le président ou avec d'autres membres du bureau exécutif ou du conseil d'administration qui sont nommés par les textes ou le président par rapport à la thématique de leur mandat. Le secrétaire administratif à ce niveau a la responsabilité d'aider tous les organes à fonctionner dans l'harmonie et dans le respect mutuel avec le bureau exécutif ou le conseil d'administration. Donc, le secrétaire administratif joue un petit peu ce rôle de middleman entre le board, j'ai envie de dire même l'Assemblée générale, enfin un peu entre tous les organes et le secrétariat administratif. Aussi s'assurer que aussi ce qui pourrait ne pas être compris un petit peu au-dessus du secrétariat administratif est on va dire, traduit de la bonne façon, transmis de la bonne façon au niveau opérationnel. Pour terminer, vis-à-vis du secrétariat administratif, donc le secrétariat administratif est, lui, au service de l'organisation et donc de tous les organes. Donc, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est le bras armé au niveau opérationnel. Le secrétariat administratif qui fait bien, le secrétaire, pardon, administratif qui fait bien son travail, il a déjà un pouvoir de par ses prérogatives et il doit avoir, bien sûr, comme j'ai dit, le sens de la mesure, de l'équilibre. Et dans le feu de l'action au quotidien, le secrétaire administratif doit se référer au président. Il doit également prendre conseil chez tous les membres du bureau exécutif sans tomber dans le revers de la délation ou du faiseur de discorde. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un qui arrive à bien trouver son équilibre et savoir prendre appui sur les différents leaders qui sont disponibles au niveau du board ou du conseil d'administration. Alors, Théophile, si tu le permets, on va maintenant aborder un point qui est tout aussi important, euh, assez critique même, j'ai envie de dire sensible, parce qu'il touche également à la crédibilité de l'association. Donc, il s'agit de tout ce qui est éthique, en termes de charte d'éthique. Et donc, ce point-là donne également un signal important et très positif aux différents partenaires, aux potentiels
partenaires financiers, aux potentiels autres futurs partenaires et même aux membres en interne et rassure tout le monde et met tout le monde à la même page. Donc, quand on parle d'éthique, en règle générale, hein, c'est quelque chose qui nous est inclus depuis notre plus tendre enfance. En tant qu'enfant, nos parents nous apprennent que voler, c'est pas bien, mentir, c'est pas bon, il faut respecter, il faut dire bonjour madame, il faut ouvrir la porte, il faut donner sa chance à tout le monde. Il faut respecter autant le gardien de la maison que le père de la maison et il faut être gentil avec tout le monde. Donc, c'est cette définition-là du bien et du mal au niveau individuel qu'on développe à titre personnel. Et quand on arrive au sein d'une association, donc comme son nom l'indique, hein, c'est une association, c'est une organisation, plusieurs personnes se réunissent avec leur propre définition de ce qui est bien ou de ce qui est mal selon les thématiques. Il faut un moment s'asseoir et coucher sur papier quelles sont nos valeurs, comment est-ce qu'on définit l'inclusion du genre, comment est-ce qu'on définit euh, la culture de notre entreprise, comment est-ce qu'on veut être perçu à l'extérieur, comment est-ce qu'on voudrait que les femmes se sentent au sein de notre association, qu'est-ce qui est plus important pour nous en termes d'éthique. C'est très important de pouvoir en parler, ça peut être des détails auxquels on ne fait pas particulièrement attention, mais quand en tant qu'association ou organisation, on voudrait aller un peu plus loin que ne serait-ce que notre petite région dans le pays ou ne serait-ce que notre pays, euh, si on va un peu plus loin que nos frontières, c'est très important de pouvoir s'asseoir et définir tous ces points-là. Et donc, en général, ils sont organisés autour d'un document qui est appelé la charte d'éthique, donc qui formalise tous ces points-là et qui est un outil puissant de renforcement de la bonne volonté des différents acteurs de l'association. Son contenu et sa mise en œuvre effective crédibilisent donc fortement l'association ainsi que ses responsables. Et la charte d'éthique doit être le fruit d'un large consensus. Donc, encore une fois, il faut que ça soit très équilibré, il faut que ça soit collaboratif, il faut que ça soit inclusif. Il doit être, la charte éthique doit être diffusée le plus largement possible et doit faire l'objet de discussions périodiques visant à harmoniser sa compréhension par tous les membres en vue d'assurer une adhésion et une mise en œuvre par tous. Donc, c'est très important de la communiquer le plus largement possible en interne, que tout le monde puisse se l'approprier et que tout le monde puisse, à la fin de la journée, la mettre en œuvre pour ce qui est de la charte éthique. Nous partageons ici un exemple de contenu possible d'une charte d'éthique pour une association. Ça pourrait commencer avec l'objectif de cette charte et ses finalités, donc qui est visé, quels sont les objectifs, pourquoi est-ce qu'on a cette charte, qu'est-ce qui a poussé même la création de cette charte, pourquoi pas, ça peut être soit un événement particulier ou bien lié directement à la particularité de notre association, par exemple. Le champ d'application et le périmètre d'application de cette charte d'éthique, c'est très important également de le définir. Comment est-ce qu'on la met en œuvre en termes de responsabilité, de principes directeurs de l'association, des règles de conduite basées sur sur ces principes directeurs, les principes éthiques d'intégrité, d'honnêteté et de transparence, et les réglementations, les règles en interne pour les membres, tout doit être défini en termes de valeurs, en termes d'éthique, en termes d'intégrité, en termes de, en fait, à la base, comme j'ai dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on veut que les gens se comportent au sein de notre association? C'est comme une maison. Les parents disent, voilà, les enfants, comment est-ce qu'il faut se comporter? Sauf que dans ce cas-là, c'est plutôt les parents qui s'asseyent avec les enfants en consensus et qui décident ensemble de la charte d'éthique, ce qui, dans la vraie vie, dans une maison, n'arriverait pas. Donc, c'est l'éducation qui est transmise au niveau du haut leadership et au niveau des membres.
Alors, s'il y a des conflits directs ou indirects avec les intérêts des membres, cela doit être également discuté au niveau de la charte d'éthique. Quelle est l'approche également qu'on veut avoir pour le traitement de l'information en interne en termes de système d'information, en termes de confidentialité, en termes d'accès à l'information, en termes de traitement de l'information, que ce soit en interne ou également avec l'extérieur. Donc, quel est le niveau d'information qu'on partage en externe également? L'utilisation et la protection des actifs de l'association peut également faire partie de la charte éthique. Le point sur l'importance de l'égalité des chances, et je pense que j'en parlais tout à l'heure, et l'absence de discrimination, c'est également un point important qu'il faut aborder au niveau de la charte d'éthique. Euh, L'absence de sanctions contre les donneurs d'alerte, donc les sonneurs d'alerte, les donneurs d'alerte, les whistleblowers, comme on dit en anglais. Je pense que dernièrement, on a tous été sensibles à ce mouvement-là qu'il y a depuis quelques années, qui est appelé le MeToo. Bon, on n'en est pas forcément arrivé à ce point aussi critique, j'ai envie de dire, au niveau de nos associations, je l'espère. Mais il faut quand même penser à ce genre de pire scénario, j'ai envie de dire, et s'assurer qu'on ait une plateforme ou un système ou un dispositif de recueil de ces alertes-là qui est mis en place, qui permet que là où les personnes qui ont envie de dénoncer certaines pratiques ou certaines choses qui se font en interne puissent se sentir complètement à l'aise de le faire de façon anonyme. Par exemple, comment est-ce qu'on définit euh, c'est vrai qu'il y a une définition légale, mais en interne, à quel moment est-ce qu'on parle, je dis n'importe quoi, de harcèlement sexuel, par exemple? Est-ce que ça doit forcément être physique ou est-ce que même verbalement, même un petit mot ou une petite anecdote peut être perçu de la sorte? Et si c'est persistant et que la personne se sent mal à l'aise, s'assurer que la personne puisse avoir un lieu ou un système ou un moyen de pouvoir, soit anonymement ou ouvertement, parler à des personnes pour pouvoir dire, voilà, je ne suis pas à l'aise avec telle ou telle chose. Pour vous donner une anecdote, je me rappelle, on avait une rencontre, c'était en local avec la Fédération de Côte d'Ivoire, la PSPSCI, on avait rencontre en personne avec le représentant de Chai en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle qu'en son temps, c'était il y a quelques années, le président à ce moment-là m'avait demandé d'aller le rencontrer et m'avait mandaté sur quelques points à aborder avec lui. Et je me rappelle qu'au cours de la discussion, des échanges qu'on avait par mail, il avait insisté pour que un autre représentant soit avec nous, en la personne de Docteur Seri. Et je me rappelle qu'on y est allé. Je me suis dit aucun problème, on y est allé et on a eu la rencontre à trois. Et en discutant, ils nous expliquent comme ça qu'à cause de leur approche éthique en termes de relations hommes-femmes, harcèlement sexuel, etc., et de par lui, sa position, il n'était pas très bien indiqué qu'il ait directement une première rencontre en personne dans son bureau seul avec moi. Donc, on était dans le bureau, il y avait Docteur Seri et il avait fait venir pendant la discussion un de ses collaborateurs pour vous dire parfois à quel point, jusqu'où est-ce qu'on peut pousser, à quel point on peut être dans les détails au niveau de l'éthique en interne. Et c'est un signal, c'est très bien perçu des membres en interne. Moi, j'avoue que j'ai été surprise, mais je me suis sentie à l'aise en tant que femme. À l'externe, par les différents partenaires, ce sont des points comme ça qui donnent de bons signaux, de bonne gouvernance au niveau de votre association. Et donc, le contrôle en interne aussi, ça peut être quelque chose qui est abordé au niveau de la charte d'éthique. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce il est élaboré pour que tout le monde soit à l'aise et ne se sente pas espionné ou fliqué ou que les choses soient bien définies dès le départ et même en termes de reporting, de recording, euh, tout cela peut faire partie de la charte d'éthique, encore une fois,
selon le type d'organisation que vous avez, selon votre objectif, selon ce que vous recherchez, selon le signal que vous voulez donner, et puis selon la taille aussi, hein, jusqu'où vous voulez aller aussi loin que vous voulez aller en termes de charte, en termes d'éthique au sein de votre association. Et donc, pour conclure, nous pourrons dire que tout comme dans l'arène publique, la question de la gouvernance est très, très sensible. Elle mérite absolument toute l'attention de vos dirigeants. Le personnel salarié n'est pas très attendu sur cette question, mais il est vraiment, comme on a dit tout à l'heure, il est en appui, mais il a quand même son rôle à jouer. Et nous vous recommandons vivement de rester en constante relation avec vos collègues, vos partenaires, les bailleurs de fonds internationaux pour pouvoir avoir leurs orientations et vous orienter d'une façon ou d'une autre en termes de gouvernance, si ce n'est pas déjà fait. S'il y a des choses à corriger, à rectifier ou à créer ou à améliorer, nous vous encourageons à le faire et nous espérons qu'au sorti de ce module, de ce second module, vous en avez appris quelque chose et que vous pourrez mettre cela en pratique et contribuer au développement organisationnel de votre association à titre individuel. Je vous remercie pour votre attention. Je repasse la parole à Théophile. J'espère que j'ai été dans Ok, les temps. ok, vraiment, merci beaucoup. Merci, Nandi. Je ne vais pas faire de commentaires, mais je voudrais quand même qu'on retienne que dans tout ce qui a été dit, on retienne que la gouvernance, c'est un peu comme l'exercice du leadership dans le respect des tests, des bonnes pratiques et des principes éthiques qu'on s'est donnés dans l'association. Cela dit, j'ai enregistré ici une question que je vais poser à Nandi en même temps, en attendant que Mhm. les autres se préparent à poser leurs questions. La question que j'ai enregistrée ici, c'est, ils ont demandé si un membre de l'association peut assurer le rôle de secrétariat, de secrétaire administratif, tel que vous l'avez défini. Un membre de l'association, c'est bien ça? Oui. Oui, je pense Est-ce que qu'un oui. membre de l'association, un membre Oui. de l'association peut assurer le rôle, peut occuper le poste de secrétaire administratif? Du moment que la personne répond aux critères, au profil, à les compétences, à l'expérience, et comme on a vu tout à l'heure, à la capacité au terme de leadership et de pouvoir assurer cette position qui est une chaise brûlante, comme je le dis souvent. Je pense que oui, une fois que, je pense qu'on l'a vu même au niveau de la FOAPS, quand les postes sont ouverts, ils sont ouverts à tout le monde et même au niveau de la FOAPS, on privilégie les profils qui sont recommandés par nos membres. Donc, je pense que oui, c'est faisable, tout à fait. Mais avant de donner la parole aux autres, je voudrais insister à compléter à ce que Nandi a dit, que il y a une petite nuance. Dès lors qu'un membre devient secrétaire administratif, il doit savoir qu'il est secrétaire administratif. Bien sûr, À ce titre, il doit pouvoir respecter tout ce que Nandi a dit, a déjà présenté, que je ne veux pas reprendre. Il ne va pas se dire, voilà, moi, je suis aussi membre. Le président ne doit pas faire ci, le président ne doit pas dire ci, le président ne doit pas dire ça. Si vous acceptez d'être dans la peau du secrétaire administratif, c'est que vous êtes dans la peau du secrétaire administratif au moment où vous l'êtes. tout à fait. C'est très important parce que ça entraîne des conflits disons, des conflits comment je dirais, c'est des conflits de Intérêt position, de... conflits d'intérêt, parce que à la fois vous avez l'intérêt du personnel et vous avez en même temps l'intérêt du membre.
L'idéal, c'est que le secrétaire administratif soit un personnel recruté et qui est au service de l'association et qui n'a pas d'intérêt en tant que membre. Mais s'il arrive, parce qu'il arrive que bon, l'association n'a pas les moyens et quelqu'un est volontaire pour assurer ce rôle. S'il se met dans ce rôle, il doit savoir qu'il est dans ce rôle et il lui faut gérer vraiment son conflit pour ne pas se confondre en tant que membre alors qu'il est dans une position de secrétaire administratif. Voilà ce Tout que je à voudrais fait. ajouter. Mais Kofi aussi, Kofi a demandé la parole. En attendant, je donne la parole à Kofi d'abord. Je demande à M. Badiagoma de se patienter un peu. Oui, Kofi, tu as la parole. Oui, ok, merci Théophile. Je ne vais pas être long, c'était juste pour dire que dans le cas qui est présenté là, s'il y a un membre qui va devenir secrétaire administratif, il faut quand même formaliser ça. Et ne serait-ce que par une lettre de mission ou par une lettre qui définit que telle personne à partir de telle date a accepté de jouer le rôle de secrétaire administratif. C'est un poste bénévole ou bien c'est un poste payé. Si c'est un salaire, il faut le dire. Si ce n'est pas un salaire, il faut également le dire dans la lettre en question. Et si c'est un bénévole, il faut également définir les frais qui lui sont remboursables. Comme ça, au moins, vous partez sur des bases, il n'y aura pas de bagarre demain, etc., etc. Et vis-à-vis même d'un partenaire qui vient travailler avec vous demain, il devrait savoir quel est le statut de cette personne qui joue le rôle de secrétaire administratif. Donc, il faut nécessairement Merci. formaliser ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Oui, en effet, Merci, Kofi. Monsieur Badiagoma, oui. vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Je ne Oui. sais pas si de mon côté Mais- seulement, j'entendais pas très bien, oui, mais salut à ok. tous. Merci pour la présentation qui est très claire. La question que je voulais poser, je pense que j'ai eu déjà la réponse suite à l'intervention de M. Alain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Badiagoma. Autre intervenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que si vous avez également des commentaires, oui, j'ai vu Monsieur Athé, je vous donne la parole. Attends, vous avez la parole, Monsieur Athé. Voilà, merci beaucoup. C'est M. Atian, au lieu de Athé, mais c'est la même chose. Bonjour tout le monde. Ok. Athé. Voilà, donc Athé Sénégal. Alors, merci beaucoup, Madame Nandi Begré, par rapport à la belle présentation hein, donc, du module 2 de la gouvernance de l'association. En tout cas, bon, ça a été très clair. Peut-être revenir un peu hein, sur cette question-là, de la différence que vous avez eu à faire sur l'Assemblée générale et sur les autres types d'organes, à savoir le bureau exécutif et le conseil d'administration. J'aimerais savoir, par exemple, dans une association, sur la question véritablement de peut-être de la personnalité morale, à supposer que ça soit un DG ou bien un PDG, en quelque sorte, si c'est une association, le titre voilà, d'une personnalité morale est déterminé par l'Assemblée générale ou bien c'est le bureau exécutif qui choisit cette personne-là qui doit être sa personne morale. C'est l'Assemblée générale qui le choisit ou bien c'est le bureau exécutif. Merci de votre compréhension. Merci, Monsieur Athé. La personne morale en termes de, si je comprends bien, comme quand on crée une entreprise. Oui, ou bien- quand on crée une entreprise, par exemple, à supposer, par exemple, qu'il y ait une idée d'une entreprise et que des gens se rassemblent autour de cela, pour qu'il y ait une personne morale, c'est l'Assemblée générale en tant que telle ou bien c'est le bureau exécutif qui choisit la personne morale? C'est au niveau de l'Assemblée générale. Encore une fois, Théophile, tu pourras me confirmer peut-être, Oui, mais c'est oui, l'Assemblée en générale. réalité, c'est au niveau de l'Assemblée générale et tout Oui, est dans les statuts. oui, Il y a les exactement. statuts, il y a les règlements intérieurs. Je crois que Kofi l'avait déjà abordé dans un module précédent. Et là, tous les titres sont proposés par, si c'est une entreprise, c'est un notaire qui vous accompagne.
un cabinet de notaire ou cabinet d'avocat qui vous accompagne pour rédiger votre statut et pour vous conformer aux tests en vigueur dans votre pays. Si c'est dans le cadre d'une association, je crois qu'il y a également des cabinets, mais il y a aussi des formulaires types de statut au niveau de nos ministères de l'Intérieur où vous avez la possibilité de choisir les titres qu'il faut pour les personnes morales, comme vous le dites, pour votre association. Donc, voilà un peu. Maintenant, par rapport au président, Nandi l'a dit, c'est selon les tests que vous le choisissez. Il peut être, et il est généralement choisi par élection. Maintenant, vous pouvez définir le mot d'élection. Ça... Allô, Théophile? Est-ce que c'est que de mon côté, je ne l'entends plus? Oui, on ne l'entend plus là. Mais La voix comme de Théophile Théophile est partie. le disait, c'est l'Assemblée générale et je suis contente que Théophile ait apporté ce détail-là. Pour rappel, Théophile est notre responsable administratif et finance. Donc, c'est pour ça que je demandais sa contribution pour pouvoir répondre à cette question. Mais effectivement, c'est au niveau de l'Assemblée générale. Merci beaucoup. Andy, il y a une question de M. Ouais. Touré Moussa Oui, qui dit allez-y. bonsoir Madame Nandi, je vous remercie de la clarté de l'exposé. J'ai personnellement appris beaucoup de choses. Cependant, quel est le rôle du vice-président? Excusez-moi, j'avais annoncé dès le départ que la connexion ramait un peu chez nous ici. Bon, c'est bon. Donc, je crois que M. Atier a bien compris ma réponse. Et il y a M. Tout Suleiman à qui a fait. levé la main. Madame, excusez-moi beaucoup. Je lui donne la parole. Oui, vous avez la parole, madame. Non, Théophile, il y a une question d'abord que tu as ratée avant que Madame Suleiman intervienne. Dans le chat, il y a une question. M. Touré Moussa demandait quel est le rôle du vice-président. Si ça ne vous gêne pas, Nandi va y répondre avant d'aller. Ok, je n'ai pas regardé. Je viens rapidement. Ok, on va répondre à sa question, mais on enregistre d'abord la question de madame Senabou. Bon, ok. Madame Senabou, Ok. vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Ça y est, merci. Merci beaucoup à Nandi pour cet exposé très, très clair et très exhaustif. Moi, je voulais poser une question par rapport à la charte éthique, juste parce qu'effectivement, j'y ai jamais pensé. Je n'ai pas eu d'association où il y avait en fait une charte éthique. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous en avez? Est-ce que nous, au niveau de l'Alliance à Dakar, nous pouvons également nous inspirer de votre charte ou bien est-ce que vous pouvez nous accompagner pour que nous puissions avoir une charte de l'Alliance? Merci beaucoup pour vraiment cette posée. Très bien, Merci, madame. Merci, président. madame. Je laisse la parole à Nandi pour répondre à votre question. D'accord. Merci, Présidente, et merci pour l'intérêt apporté. Oui, je sais qu'au niveau de la FOAPS, d'ailleurs, c'est le président actuel que nous avons qui a poussé un peu plus cette définition de l'éthique en interne au niveau de la FOAPS. Nous avons des documents qui sont disponibles. Je reviendrai en interne ou alors de toute façon, notre secrétaire permanent est présent, M. Kofi pourra confirmer si c'est des documents qu'on peut partager. Mais en dehors de ça, comme vous le savez, nous sommes là pour vous. Vous avez votre assistant technique en ma personne qui est disponible déjà pour vous accompagner dans l'élaboration de cette charte éthique. Merci beaucoup. Merci. Ok. Oui, Kofi, tu as la parole. Ok, merci Théophile. C'était juste pour informer l'auditoire que la charte éthique de la FOAPS est sur le site web. Quand vous allez sur le site web de la FOAPS et que vous allez au niveau de la page des ressources, vous devez normalement trouver la charte éthique qui est sur la page. Voilà. Ok. Merci, Kofi. Je vais profiter pour répondre à la question posée. Quel est le rôle du vice-président?
D'abord, le rôle de chaque membre de l'organisation est défini au niveau des statuts. Il y a des statuts dans lesquels les gens disent que, bon, les statuts ou règlements intérieurs, c'est en fonction du document. Il y a des documents dans lesquels on dit, bon, voilà, le vice-président assiste le président et le remplace en cas d'absence. Et pourrait exécuter toutes les tâches que le président lui confie. Ça, c'est une possibilité. Mais il y a une autre possibilité où les statuts fixent clairement le rôle du vice-président, qui est un rôle spécifique. Par exemple, on peut dire que le vice-président est chargé de la formation et de la mobilisation. On peut dire que le vice-président, par exemple, est chargé des relations extérieures. Donc, c'est les statuts qui définissent clairement le rôle du vice-président. Il n'y a pas de rôle fixe au vice-président, mais le rôle que le vice-président a et qui ne change pas, c'est qu'il remplace le président en cas d'empêchement. D'accord? Et le président peut lui confier des missions, peut l'envoyer en mission pour le représenter aussi. Donc, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de, en dehors de ça, il n'y a pas de rôle fixe pour un président et un vice-président dans une organisation. Merci beaucoup. Et pour compléter sur ce que tu dis, Théophile, en règle générale, le vice-président, comme tu l'as dit, représente le président lorsqu'il est indisponible, mais il doit également se tenir disponible pour pouvoir être un appui stratégique pour le président. Donc, à tout moment, le président peut se référer à son vice-président ou ses vice-présidents pour pouvoir avoir, je ne sais pas, des conseils ou des orientations. Voilà, s'il veut élargir son champ avant de prendre une décision, par exemple. Donc, les vice-présidents doivent être la béquille ou la canne sur laquelle le président doit pouvoir s'appuyer à n'importe quel moment, pour compléter sur ce que tu as dit. OK, merci beaucoup. Il y a Madame Senambou qui est revenue. Allez-y. Madame Senambou, vous avez la parole. Je suis revenue, mais bon, en fait, là, à propos du conseil d'administration, est-ce que ça ne fait pas trop un conseil d'administration, un bureau exécutif, une assemblée générale? Ça ne fait pas trop d'organes et ensemble. Parce qu'il n'y a pas de contrôle entre le bureau exécutif, le conseil d'administration et puis après également un secrétariat administratif. Merci. OK. Je pense que cela dépend comme vous l'avez dit, hein, vous avez dit ça fait trop, ça dépend de l'approche ou de comment est-ce que vous voyez votre association, comment est-ce que cela a été structuré dès le départ au niveau des statuts, comment est-ce que ça a été organisé en fonction de la taille, en fonction de la stratégie, en fonction de là où vous voulez aller. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la FOAP, c'est en 2023 qu'on a scindé le groupe EXCO, qui était composé du bureau exécutif et du board ou du conseil d'administration en même temps. Et comme M. Kofi le disait, ce rassemblement du ESCO ressemblait plus à une assemblée générale. Donc, il a été divisé en deux. Donc, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'était pour simplifier un peu plus les choses. Donc, dépendamment de vos stratégies, vous pouvez soit scinder ou fusionner quelques organes pour pouvoir faciliter la cohésion des choses. Mais une chose qui est claire, c'est qu'il y a l'Assemblée générale et vous avez besoin de, entre guillemets, un middleman et vous avez besoin d'un bras armé au niveau opérationnel. Ça, j'ai envie de dire, c'est les niveaux incontournables. Je pense que M. Kofi voulait compléter la réponse. Oui. Oui, Kofi, tu as la parole. OK, merci Théophile et merci à la présidente pour la question. C'est une question qui est très importante. Bon, Nandi a donné une partie de la réponse. Je crois que de façon générale, ça dépend de la taille et de la structure de votre organisation. Prenons le cas de la fédération, l'Alliance du Sénégal. Si l'Alliance du Sénégal, au moment où on l'a créée, ou bien plus tard, lorsqu'on se rend compte qu'on a besoin d'amender les statuts, trouve que
les antennes régionales Mm. sont tellement importantes qu'il y a une nécessité que les présidents des antennes régionales se réunissent périodiquement et soient vraiment ceux qui prennent les décisions. Alors, on peut décider, par exemple, que les présidents des antennes régionales se réunissent et constituent, par exemple, on va dire, le conseil d'administration. C'est ça. Et on peut leur laisser le soin d'élire maintenant le bureau. Si vous avez, par exemple, Mm. 20 antennes régionales au Sénégal, les 20 ne pourront pas se réunir tout le temps, surtout qu'ils viennent de différentes régions, Mm. pour pouvoir Mm. prendre des décisions. Et donc, les 20 là peuvent décider que, par exemple, on va élire un bureau de 3 membres, président, vice-président, secrétaire général ou bien trésorier. Quand on a C'est ça. un secrétariat administratif, des fois, c'est Mm. redondant d'avoir un secrétaire général. Vous Ah, voyez? ah. Donc, on peut décider que les antennes régionales constituent le conseil Mm. d'administration ou le conseil exécutif et qu'eux, ils élisent un bureau. Si le bureau est composé de 3 ou 4 membres, ça veut dire qu'eux, ils peuvent se concerter rapidement pour prendre des décisions Mhm. lorsqu'il y a des urgences. Donc, ça Mm. peut se justifier. Vous voyez un peu. Oui, Maintenant, l'Assemblée générale va être donc un organe plus étendu. Par exemple, si vous avez des membres individuels qui sont nombreux, tous ces oui, membres individuels-là qui ont payé constituent l'Assemblée générale. Et oui. donc, on a l'Assemblée générale, on a le conseil exécutif et le bureau exécutif. Donc, encore une Mhm. fois, j'ai pris un exemple, c'est celui de l'Alliance du Sénégal. Et cela peut se justifier parce qu'on a des antennes régionales dont les présidents participent vraiment aux grandes décisions. C'est ça. Vous voyez. Donc, si tel n'est pas le cas, ça peut devenir compliqué d'avoir un bureau exécutif et un conseil d'administration, par Mhm. exemple. Ouais. D'autant plus que les conseils d'administration ne sont pas dans la culture du droit latin, des Mhm. francophones. C'est Voilà. ça. C'est quelque chose qu'on copie maintenant un peu parce qu'on est en connexion avec les anglophones, qu'on entend parler de conseil d'administration, etc. Vous voyez. Euh, je vais revenir un peu sur le cas de la FOAPS. La FOAPS a été créée en 2016 à Dakar et on avait un conseil exécutif parce que les gens ont estimé que les présidents des fédérations pays doivent pouvoir se concerter de temps en temps et prendre des décisions. C'est ça qu'on a constitué comme Executive Committee, comité exécutif. Mais après, on a le bureau. Ce qui se passait malheureusement, comme l'a dit Nandi, c'est que ce comité exécutif, c'est les représentants de L'autre là, il y en toutes a les trop. fédérations C'est à pays. moitié, ça suffira. Donc, ça fait confusion avec l'Assemblée générale. Et donc, et en plus, nous, on est dans une situation où chaque fois que vous voulez réunir ces présidents des fédérations pays, étant donné qu'on est en plus au moins bilingue, pour ne pas dire trilingue, il faut payer au moins un interprète traducteur. Des fois, même, il faut que les gens voyagent pour se retrouver. Donc, pour alléger la chose, nous avons préféré garder l'Assemblée générale et le bureau exécutif, que nous on appelle conseil exécutif. Donc, ça permet à tout le monde de se retrouver. Les anglophones, quand ils entendent board, executive board, ils se retrouvent. Quand les francophones entendent conseil exécutif, ils se retrouvent. Et donc, on est un peu à cheval entre le conseil d'administration et le bureau exécutif. C'est ça le choix que la FOPS a fait et qui a été adopté en juillet 2023. Il y a un organe dont nous n'avons pas parlé, mais je vous expose, qui peut-être viendra un jour à la FOPS. C'est ce qu'on a appelé le congrès. C'est-à-dire que vous avez l'Assemblée générale qui est un organe de décision, mais vous pouvez avoir le congrès qui est un événement et qui réunit tout le monde, même ceux qui ne sont pas censés décider. Aujourd'hui, nos high-level policy conferences, nos conférences de haut niveau, ressemblent un peu à ce type d'événement que l'on appelle congrès dans certaines organisations. Mais nous n'avons pas ça comme un organe dans la FOPS. Mais ça peut venir plus tard. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour répondre à la question de la présidente. Merci. Merci, Monsieur Kofi. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions et je veux me permettre de donner la parole à Nandi pour son dernier mot. Merci Ah oui, Théophile.
Il y a, Madame Senabou, est-ce que c'est une nouvelle mère? Attends. Non, c'est pas une nouvelle mère, je ne pense pas. Allez-y, Nandi. d'accord, très bien. Je tiens tout d'abord à vous remercier, l'audience, pour le temps accordé. Merci également à mes collègues, particulièrement à toi, Théophile, pour avoir affiné les réponses de par ta position de responsable administratif de la FOAPS. Et comme vous pouvez le voir et le constater, au niveau de la FOAPS, on a un secrétariat permanent fort dont je suis fière de faire partie. Et je pense que c'est une belle représentation on va dire, d'un bon pas vers la bonne gouvernance, puisqu'on sait tous que la FOAPS a commencé comme les fédérations pays, on était tous au même niveau et on a évolué ensemble. Et donc, c'est pour vous dire à quel point la gouvernance au sein de l'association est important et je vous encourage vivement à prendre à cœur cette session que nous avons eue ensemble aujourd'hui, à repartir pour, je sais que l'audience aujourd'hui est très variée, mais pour les fédérations, pays qui sont représentés aujourd'hui, à revenir vers vos assistants techniques pour plus d'appui au niveau de la FOAPS pour pouvoir, pourquoi pas, implémenter ce que vous avez acquis aujourd'hui avec nous. Et je vous remercie encore pour votre temps et je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon début de soirée. Merci. Merci beaucoup, Nandi. Avant de finir, je crois que Kofi, il y a encore la main. Il y a la main de Kofi. Oui, 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 merci Théophile. Ce n'est plus pour intervenir, mais je voudrais juste inviter mes collègues du secrétariat permanent, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que nous avons proposé de rester 10 minutes après cette séance pour OK. échanger un tout petit peu et débriefer un tout petit peu la journée. Donc, OK. je vais demander à Samuel et à Peter. And Samuel and Peter, please don't leave the meeting. We want to have a debrief of 10 minutes. Okay. So don't leave them. Intervenant qui a abordé, on pourra en reparler. Merci. Okay. Merci à tous les participants. Merci pour les questions. Merci pour les contributions. Merci pour vous avoir enregistré dans le chat. Nous allons en tenir compte. OK. Merci. Comme l'a dit Kofi, vous pouvez soirée à tous.